Est-ce que vous avez des rêves? Vous en avez, vous en reste encore? Moi, je dois avouer là, que j'en ai plein encore. J'en ai plusieurs de réaliser, mais un des rêves que j'avais, OK, c'était de faire des conférences. Et à chaque fois que je fais une conférence, je réalise un de mes rêves. J'en ai plusieurs, mais il faut que je raconte comment ça a commencé. Il y a quelques années, bon, je ne sais pas le nombre d'années, mais j'avais peut-être 13-14 ans. Un de mes rêves à l'époque n'était pas celui de faire des conférences, mais était de jouer dans la Ligue nationale. Hein? M'excuse, Marc, moi, c'était pas le baseball, c'était le hockey. Et à l'époque, là, si les gens de mon âge, vous allez peut-être vous rappeler de ça, il y avait Jean Béliveau, hein, c'était le numéro 4. Puis là, quand j'étais un petit peu plus jeune, même avant 12-13 ans, j'allais jouer au hockey. Je suis baptiste de Saint-Hyacinthe, donc j'allais jouer au terrain de jeu le soir après l'école. Dans ce temps-là, il y avait des hivers. Donc, après l'école, on faisait nos devoirs, nos leçons. Après ça, on allait au terrain de jeu. Puis là, on prenait, les gars de 50 ans, vous allez vous rappeler ça, on prenait une gang de scrappers, on alignait ça sur la glace avec nos patins, puis on poussait à la neige, on pelletait ça. Et après ça, on jouait notre game de hockey avec mon numéro 4 et que j'étais heureux. Et là, j'ai grandi à l'âge de 12-13 ans, longtemps dans les années 70 avancées, 74, 73, 74. Et là, je rêvais, évidemment, je joue dans la Ligue nationale. Et là, le samedi soir, j'écoutais la soirée du hockey à la maison. Et là, mon père, mes soeurs, ma mère, n'écoutaient pas tellement de hockey, les autres, c'était plutôt soirée canadienne. Alors, j'écoutais soirée sur hockey dans la cave, hockey à la maison, tout seul, ça vient de choisir, TV noir et blanc. Et j'avais acheté à l'époque, j'avais toujours le désir quand même d'avoir du succès, j'avais acheté un livre qui s'appelle La magie de voir grand. C'est un vieux livre, il existe encore aujourd'hui, je vous jure, il est encore sur des tablettes de librairie. La magie de voir grand, Dr. David Schwartz. Et dans ce livre-là, ça disait, une phrase savante, là, tel un homme pense en son cœur, tel il est. Ça compte pour les femmes aussi, là. Okay? Puis ça disait, si tu rêves à quelque chose, puis tu y crois bien, bien fort, puis tu visualises, un jour, ça va arriver. Alors, ça dans le cave chez nous, on écoutait la soirée du hockey. Et à l'époque, c'était le trio Shot, le maire, la fleur. Tu te rappelles de ça? Et là, à chaque fois, là, je suis ça dans le cave, là. Okay? Là, je rêve, là. Et à chaque fois que Guy Lafleur score un but, les 17 700 quelque chose spectateurs du forum se levaient debout. Et là, qu'est-ce qu'ils criaient? Et je me fermais les deux yeux dans la cave chez nous. J'entendais le Guy. Puis là, ça vibrait dedans. Ah oui, un jour, ça va être moi. Un jour, ils vont crier ça, ça va être effrayant. Sauf que j'ai même pas joué dans le 2 lettres. J'étais au début. Ah, un bon petit défenseur, mais un petit peu de gros autour de la taille qui faisait que j'étais pas assez bon pour jouer à l'avant. Donc, mon rêve s'est pas réalisé. Mais c'est drôle. La vie est drôlement faite. Je ne sais pas vous autres si ça s'est pas passé comme ça, mais des fois, certains soirs ou certains jours, en conférence, quand je suis bien bon et le monde est bien smart avec moi, devinez ce que j'entends enfin. Comme quoi, quand on a des rêves, ils ne se réalisent pas toujours de la manière qu'on veut qu'ils se réalisent, mais ils finissent toujours par arriver. C'est pas Forrest Gump qui disait ça? La vie comme une boîte de chocolat. On en prend un, on ne sait pas sur lequel on va tomber, on trouve toujours quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu le plaisir, ça fait 20 ans que je fais des conférences, j'ai eu le plaisir dans les 5-6 dernières années d'être chroniqueur dans le magazine Dernière Heure. Et dans le magazine Dernière Heure, la chronique s'appelait Le Motivateur, et je devais rencontrer, c'est une job payante, à chaque semaine, quelqu'un qui a du succès dans la vie, OK, ou dans sa vie, puis demander ses conseils. J'ai rencontré Jean Béliveau, j'ai rencontré Sylvie Fréchette, j'ai rencontré Bruni Surin. Marc Gagnon, dans le prochain, ils ont coupé le budget de ma chronique. Et j'ai demandé à ces gens-là, qu'est-ce que ça prend pour réussir? C'est quoi le secret du succès? Évidemment, ils me l'ont dit chacun à leur façon, chacun à leur manière. Mais dans mes conférences, je vulgarise un petit peu ça. Puis ils m'ont livré 3-4 secrets, j'ai juste le temps de vous en livrer 3-4. Un des secrets, ils me disent, ça prend l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est quoi, ce l'esprit ouvert? Mais premièrement, on dit que l'esprit, c'est comme un parachute. Un parachute, ça sert quand c'est ouvert. Quand c'est pas ouvert, ça sert pas à grand-chose. Mais c'est quoi l'esprit ouvert? C'est de voir le positif dans une situation donnée. C'est-à-dire de voir qu'il arrive de quoi, au lieu de dire « Ah non, ça ne marchera pas, ça ». Ou bien la compagnie change de système informatique, encore une autre patente de compagnie, on change de système informatique, ça va être de la merde, ça va planter ici, ça va être l'enfer. OK? Ou le boss lance une nouvelle promotion de produits de vente, quoi que ce soit bon, on va être encore plus cher que la concurrence. Anyway. Ça, c'est l'esprit fermé. L'esprit ouvert, c'est de regarder le positif dans une situation et de dire « Ouais, ça se peut que ça marche. Oui, on va l'essayer, oui, ça a de l'allure. » Alors, ceux qui ont du succès, ils regardent le positif dans une situation donnée, puis ils pensent que tout est possible. Puis les autres, ils pensent que ça se fait pas, puis tout est impossible. Je ne sais pas si je suis né là-dedans, mais moi, je pense que tout est possible. Quand Marilyn est arrivée avec l'idée, en novembre dernier, on va faire une vitrine de conférencier, yes! Moi, puis Samuel l'a regardé, on a dit, tu veux? Elle a dit, oui, parfait, c'est possible. C'est possible? Oui. C'est possible, OK? Alors,
Les gens qui ont de la drive, qui ont du succès, ils pensent que tout est possible et regardent le positif. Ça me fait penser à l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, je la raconte dans mon livre, ça pourrait être pire. L'histoire du curé positif. Y a-t-il des anciens curés ici dans la salle? Non? Moi, je suis un ancien enfant de cœur, servant de messe, OK? Mais les curés sont plus vieux maintenant. Alors, vous savez, les curés, à chaque jour, doivent lire leur bréviaire, un petit livre de prière. Alors, le curé positif s'en va dans son jardin, puis il fait beau soleil en arrière du presbytère, puis il lit son livre de prière. Et en se promenant, il y a un oiseau qui passe au-dessus de lui. Et l'oiseau, en passant, se soulage. Et laisse tomber un cadeau du ciel dans le bréviaire. Ça, c'est fort, ça va. Flash! Curé dans la bouche, il se lève la tête au ciel, il dit oh, c'est vrai, il dit je suis un curé positif. L'oiseau est une créature de Dieu. Alors, il se lève la tête au ciel, il dit merci, mon Dieu, de ne pas avoir posé des ailes aux vaches. Dans n'importe quel problème, okay, dans n'importe quelle adversité, réside toujours la semence d'un égal ou d'un meilleur bénéfice. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le petit trafic que tu as pogné ce matin pour s'en venir, ou le client qui vous a donné peut-être un peu de crotte de moineau, qui est tombé, ou peu importe. Il y a des gens qui s'en font de montagne avec ça, ah, c'est ma journée commencement le matin, tabarouette, tu passes dans l'affaire, puis beau dit que ça va pas bien, etc. Alors que je vous invite à vous dire à l'avenir, ça pourrait être pire. Ça pourrait être une bouse de vache. Tout simplement ça. Deuxième petit conseil que je retiens, que ces gens-là m'ont partagé, c'est qu'on réussit toujours mieux en équipe. On réussit toujours mieux en gang. D'ailleurs, il est impossible de réussir, peu importe ce qu'on fait, si on est seul, si on est isolé. Donc, si on veut réussir, il faut, même si je suis travailleur autonome, ma conjointe, Magueline, maintenant, oui, mais c'est pas grave, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de gens qui achètent mes cours, mes conférences, et vous, peu importe ce que vous faites, vous avez besoin de monde. Donc, il faut développer, OK, des relations humaines, puis un certain, je ne dis pas que j'en ai, là, j'essaie, je travaille là-dessus depuis 20 ans, un certain charisme. Marc Griffin est peut-être meilleur que moi là-dessus. Moi, les gens m'entendent au téléphone et me disent tu dois être blond, 6 pieds 1, toi. Oh, oui, jusqu'à temps qu'ils me voient. Là, alors, mais comment tu dis, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est ça, OK? Mais mon look, moi, c'est pas grave. Alors, donc, travailler en équipe, c'est important. Il faut travailler, il faut développer nos règles de relations humaines. Je n'ai pas le temps cet après-midi de vous expliquer ça. Mais si vous êtes capable de vous entourer de gens solides, je pense que j'ai quelques qualités par rapport à ça, mais surtout, OK, de reconnaître que les gens qui sont autour de vous, vous aurez toujours plus de succès. Puis ce qui est magique quand on travaille en équipe, je vous disais tantôt, je suis natif de Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, depuis 140 ou 150 ans, il y a une exposition agricole. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est la plus grosse ou la plus vieille exposition agricole au Québec. Alors, ceux qui sont déjà allés là, dans ces expositions-là, évidemment, il y a des vaches, puis il y a des cochons, ces genres de choses-là, mais il y a aussi des tirs de chevaux. Alors, dans les dernières années, je ne vous cacherai pas que c'est plus des tirs de chevaux vapeur qu'il y a, dans des tirs de tracteurs modifiés. Mais quand j'étais jeune, évidemment, je suis allé à maintes et maintes reprises avec mes parents, puis on a emmené nos enfants là-bas, il y avait des tirs de chevaux. On va faire des petits chiffres ensemble, juste pour le fun. Il y a des catégories là-dedans. C'est des bêtes incroyables, des chevaux de la race canadienne, des chevaux, écoutez, c'est sodo, des sabots, c'est gros de même, des cuisses, c'est incroyable. C'est des bêtes fantastiques. Mais il y a des catégories pour atteler sur des charges, okay, pour déplacer une charge sur la terre battue devant 3-4 000 personnes qui crient et ils prennent pour leurs chevaux. Faisons des chiffres maintenant. Lorsqu'on attelle un cheval sur une charge de 1500 livres, ça traîne sur la terre battue. D'après vous, avez-vous une idée de la distance qu'on peut faire un cheval? Y a-t-il des spécialistes en chevaux ici? Plus ou moins, OK, m'attendez pas s'il y en a non plus. Alors, un cheval, 1500 livres, ça part, ça travaille fort. Vous avez une idée de la distance que ça fait? Alors, ben, il n'y a pas de temps, c'est jusqu'à temps qu'il y ait des pieds, les genoux pliés, là. OK? Il n'y a pas de question de timing. Avez-vous une idée de la distance? Un chiffre de même, là. 20 pieds, OK? La réalité, là, c'est que ça fait à peu près une trentaine de pieds. Vous comme vous êtes là. Lorsqu'on met un cheval sur une charge de 1500 livres, une trentaine de pieds, il y a des catégories dans ça. Lorsqu'on met 2 chevaux sur le même 1500 livres, savez-vous quelle distance ça fait? OK? Donc, 2 chevaux sur une même charge de 1500 livres fait plus que 2 fois et demi ce que fait un cheval sur 500 livres, sur le même 1500 livres. Comment ça se fait? Il y en a qui vont dire, c'est facile. C'est parce que les chevaux, ils se motivent ensemble. OK? Ils sont à côté de l'autre, ils disent, t'es-tu prêt, toi, de toi? Je suis prêt, OK, pas le droit, il est pas. Bon, peut-être que des gens bien motivés disent, les chevaux se motivent. Oh non, les spécialistes, peut-être les physiciens vont dire, non, c'est pas une question de motivation. Tout s'explique, c'est une question de physique. C'est facile. Quand la charge est sur la terre battue, le cheval qui est seul,
Il doit utiliser de son énergie pour la force, la force d'inertie, donc déplacer la charge, qui fait qu'il reste moins d'énergie pour la force de frottement à traîner. À 2 chevaux, ben c'est plus facile de la déplacer, donc elle décolle plus vite, il leur reste plus d'énergie pour aller plus loin. Savez-vous quoi? On s'en fout. C'est pas ça qui est grave. Ce que je comprends, c'est que quand je mets 2 entités sur un même effort, sur un même travail, pour un même projet, OK? Ça va presque 3 fois plus fort qu'une personne seule. Ça s'appelle la synergie. Lorsque je mets un couple à travailler sur un même projet, c'est 3 fois plus fort. Lorsque je mets une équipe à travailler sur un même projet, c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois plus fort. Lorsque je mets une compagnie au complet, lorsque je mets une société au complet, un pays, on pourrait aller jusqu'au bout de l'enfer avec ça, là. Lorsqu'on met, il y a un secret à ça. Il faut tirer dans le même sens. Si on ne tire pas dans le même sens, là, il y a un petit problème. Puis il y a des fois, peut-être, je ne sais pas, des fois on écoute des nouvelles, ça, des fois on ne tire pas dans le même sens. Mais si dans nos équipes, on tire dans le même sens, c'est donc fantastique. En début d'année, moi et ma conjointe, à chaque année, on se fait nos petits objectifs. Imaginez que 5 minutes. Oh, OK. On se fait nos petits objectifs, puis il y a des années où on dit, en début d'année, on fait 35 ans qu'on est mariés, on fait tout ça. On fait nos objectifs, là, il y a des années, je ne sais pas, moi, je veux rénover le garage, je veux agrandir le garage, puis là, on va faire la salle de bain. Mais si on tient tous les deux sur notre bord, rénover la salle de bain ou agrandir le garage, on ne fera rien. Mais si une année, on dit, OK, on va faire la salle de bain. L'année prochaine, OK, on fera le garage. C'est le même qu'on tape 35 ans. OK? Et c'est vrai en couple, c'est vrai en société, c'est vrai en politique, c'est vrai en n'importe quoi. Mais pour ça, il faut avoir assez de confiance en soi pour accepter que l'autre aussi, OK, a droit à son opinion, pas droit de durer. 3e conseil, c'est la stratégie. Madeleine, j'ai oublié mes petits cartons, je ne sais pas si tu les as donnés tantôt. Les petits cartons sont là quelque part. Ouais, ils sont là, OK. 3e conseil, c'est utiliser la stratégie du do it now. Puis le do it now, c'est un slogan. À un moment donné, j'ai écouté un reportage au Canal D il y a quelques années sur le bungee. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà sauté en bungee? Ah non, mais ceux qui ont déjà sauté en bungee. Ah! Il y a une couple de malades, 1, 2. OK, je ne vois pas bien. 1, OK. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà sauté en parachute? Oui, bien plus de parachute. Hey, c'est toujours de même à chaque groupe. Je demande, je fais lever les mains, donc 1, 2 bungee, puis 10, 15 parachutes. J'ai jamais compris ça, moi. Ça veut dire que non, c'est vrai. Vous acceptez de sauter dans le vide tenu par une guenille au lieu d'un élastique. Ouais, quand les bobettes sont usées, la guenille vient mal avec un élastique. Bon, d'accord. C'est une grosse affaire. Il y en a même qui ne portent que des élastiques. Alors, ça, c'est autre chose. Ceci dit, je reviens à mon bungee. J'écoutais le reportage sur le bungee au Canal D. Et là, plus j'écoutais ça, plus je me disais, waouh, il y a un parallèle à faire avec les gens à qui je m'adresse dans les conférences. On fait le parallèle ensemble. Le moniteur, il racontait l'état d'esprit des gens avant, pendant et après un saut de bungee. Fait que le moniteur, il dit, quand les gens sont en bas, qui attendent leur tour avant de monter, ils sont motivés. Ils ont les mains moites, le cœur un peu fort, okay? Ils ont envie, ils sont avec des amis, ils vont dire, j'ai envie d'aller monter aux envies. Ça, c'est comme vous autres, en sortant de l'après-midi aujourd'hui. Ah, je suis motivé, j'aime ça. Puis j'ai hâte d'aller travailler demain. Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais à peine, OK? Alors, la première étape, on aime ça. Là, le moniteur, on leur dit, OK, ça va tôt, vous pouvez monter. Oups là! Là, il arrive comme un inversement de situation dans la tête. Là, c'est comme, il dit, il y avait le désir au plafond, puis il dit, plus il monte dans l'échelle, plus le désir baisse. Okay? Il y en a qui appellent ça une panne de désir, mais ça, c'est autre chose. Alors, ça se peut que ce soit vous autres demain ou après-demain, ou après-demain, quand il arrive un petit inconvénient au travail, un petit défi, d'avoir c'est bien beau d'affaire de motivation, mais dit, OK. Ça nous arrive. Hein? Je continue mon parallèle. Le moniteur, il dit, quand il arrive en haut, il dit, moi, mon rôle, c'est de le sécuriser, l'informer sur ce qui va se passer, puis le motiver à plonger. Puis c'est facile, il attache les 2 pieds ou on s'en va. Non, c'est pas ça. Il dit, il n'y a pas de danger. Il dit, on te met sur le bord de la plateforme, on t'attache les 2 pieds. Ça ne fera pas mal à rien. Tu te mets sur le bord, on ne poussera pas, on fait un compte à rebours, t'as motivé. À gauche, tu laisses tomber dans le vide. Fais-toi savoir à peu près à 25 pieds du ciment, tu vas rebondir. Ça va bien aller, il n'y a pas de problème. T'es sûr? OK, t'es-tu prête? Ouais, c'est bon, on y va. OK. 3, 2, 1, go! Ça reste un expert à la télé. Quand ils disent go le premier coup, la moitié des gens sautent tout de suite. 50% des gens, ils sautent. Vous avez déjà écouté Fort Boyard, vous savez ce qu'ils font, les gens, quand ils sautent, ils font quoi? Ah, c'est pareil, hein? La même affaire. Alors, 50% des gens sautent tout de suite. Ça veut dire quoi? L'autre 50%, ils ont dit un peu, pas peut-être un autre un peu, moi, ils pensent. Alors, le rôle du moniteur, tu vas dire, non, regarde, t'es capable, ton chum, il est allé, il est fou. Non, non, je suis sûr que tu peux y aller, voici, on fait un deuxième essai. Oh non, est-ce que vous remboursez? Non. Ah, OK. Deuxième essai. 3, 2, 1, go!
Ça a l'air, selon l'expert ATD, quand ils disent go, le deuxième coup. La moitié de la moitié, ils sautent. Puis eux aussi, ils crient moi-même comme des malades. Il en reste combien? 25 %. Vous êtes bon en maths, c'est fort à tabarouette. 25 %. Qu'est-ce qui arrive avec le 25 %? Ils sauteront jamais selon le moniteur ATD. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas demandé à ceux qui ont fait Fort Boyard, mais il y a du monde qui ne saute pas. Je vous pose la question cet après-midi. Il est exactement 13. Et tabarouette, c'est vrai, je t'ai foncé. OK? Pourquoi ils ne sautent pas? Ils ont peur? Ils n'ont pas de guts? Pas motivés? Désolé. Moi aussi, j'ai pensé ça. Écoute, ils sautent pas parce qu'ils ont peur, là, ils ont des doutes, ils sont démotivés. Ils ont dit, non, non, le moniteur, celui qui saute, il a aussi peur que celui qui saute pas. Il y a autant de doutes que celui qui saute pas. Il y a autant de crainte que celui qui saute pas. La seule différence entre les deux, c'est pas la peur, le doute, la crainte. On l'a tous. On l'a tous face à quelque chose de nouveau, face à quelque chose qui nous rend mal à l'aise, inconfortable. On l'a tous. La seule différence entre les deux, c'est le do it now. Do it now. Retenez ça à votre esprit. Quand vous aurez peur de faire quelque chose, allez voir votre patron, ou allez voir un nouveau client, relancer un client, organiser une réunion, organiser une vitrine de conférencier. OK? Do it now, on le fait tout de suite. Et quand on fait do it now, tout s'éclaircit. On saute et on fait yes, sir. Alors, tantôt à la pause, je vous remettrai mes petits cartons do it now. Merci infiniment, au plaisir. Merci Marilyn, à la prochaine.